Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Comme le faisait remarquer dans la semaine sur sa page Facebook Pierrick Rouquette, dessinateur de presse après avoir été artiste chansonnier. Allez voir sa page, vous vous régalerez, sa lecture est aussi instructive que pertinente et rigolarde. Comme le faisait donc remarquer dans la semaine Pierrick Rouquette sur sa page Facebook, si l'on résume, Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique qui depuis 1 an et demi fait la météo de nos sorties ou pas en ville, entendait dire depuis un certain temps qu'un lit sur 5 d'hôpital était fermé faute de personnel. À force, il a voulu en avoir le cœur net. Il commande une enquête. Résultat, un lit d'hôpital sur 5 est fermé faute de personnel. Le matin suivant, c'était mercredi dernier, les médias s'en font largement écho. En début d'après-midi, la réaction du gouvernement tombe par la voix de son porte-parole Gabriel Attal qui annonce qu'une enquête est en cours auprès des établissements de santé pour savoir s'il est vrai qu'un lit d'hôpital sur 5 serait fermé faute de personnel. Et il a raison, Gabriel Attal, et avec lui tout le gouvernement. Avec le nombre de fake news qui encombrent de nos jours nos réseaux sociaux, on ne prend pas assez de précautions. Mais quand même, Gabriel Attal, le Benjamin de l'équipe jupitérienne, il fait tellement minot celui-là que je m'attends toujours quand il a fini son compte rendu hebdomadaire du Conseil des ministres à ce qu'il récupère sa planche de skate pour aller défoncer les marches de l'Élysée. Gabriel Attal, quand même, c'est le seul gosse à travailler le mercredi après-midi. Et il ne va pas nous faire croire en plus que lui et ses collègues découvrent le problème maintenant. Qu'en 5 ans de présidence, il n'en avait jamais entendu parler de ce problème de manque de personnel. Rappelez-vous, l'instauration d'un numerus clausus en fac de médecine à la fin des années 70, restreignant le nombre d'étudiants en médecine, pratique qui depuis a été supprimée il y a simplement 2 ans, mais qui a quand même barré la route à bon nombre d'aspirants soignants qui seraient bien utiles aujourd'hui. Le recrutement insuffisant de personnel après le passage aux 35 heures en 2002 à l'hôpital, l'enchaîne plan d'économie et de maîtrise de la masse salariale sous la présidence Sarkozy sont sans doute des réalités qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui peuvent expliquer la situation dans laquelle on est. Rajoutez à cela le stress de la pandémie sur le personnel soignant, des conditions de travail souvent déplorables, des salaires moins attractifs et l'on comprend comment on en est arrivé à cette débandade généralisée. On paie 30 ans d'incurie, se lamente Olivier Véran, le ministre de la Santé de Jupiter, dans les pages de Libération cette semaine. Un peu facile quand même. Qu'a fait Jupiter depuis ? Sans doute applaudi avec tout le monde à 8 heures, le personnel hospitalier, depuis la fenêtre de l'Élysée et depuis Bernic. Alors donc, une enquête est en cours pour vérifier que la quinte commandée par Jean-François Delfrécy et corroborée par celle engagée par l'assistante publique hôpitaux de Paris est bien juste. Gabriel Attal nous a promis un résultat rapide et on est impatients. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé par Marc Lazaro. Ce soir, il sera question dans cette émission hebdomadaire de musique et plus particulièrement de flamenco avec notre invité du soir, Maël Goldwasser, à l'occasion de la ressortie de son nouvel album De Profundis en version digitale, De Profundis version CD qui avait fait les frais du deuxième confinement. Il sera également question de jazz bizarre avec Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de ce programme, et de cinéphilie décalée, foutraque et des moins essentiels avec notre bon professeur Thibaut. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Vous l'avez sans doute remarqué dans le duo minimaliste Tarzan et Tarzan, vous l'avez entendu
au sein du collectif le plus fou de la Ville Rose, la Baraque à Free, ou encore dans la Ligue des Objets, la formation du saxophoniste Andy Lévesque. Vous l'avez peut-être écouté sur Campus Toulouse dans l'émission Concert à la radio avec le groupe pop Boost 3000. Eh bien, Marion Josserand, Marion Jo pour les initiés, violoniste, chanteuse, joueuse de clavier, nous propose une nouvelle facette de sa personnalité multiple avec Jokari, un projet qui la voit se frotter en solo à l'univers chanson pop. Le résultat est léger, acidulé, aérien et plein d'humour. Jokari sort un premier single le 10 novembre, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Quant à l'album, il est annoncé pour le 10 décembre. À cette occasion-là, il sera d'ailleurs notre invité, sorti chez le label toulousain Pop Supérette. Premier single que nous écoutons tout de suite, illico presto, Marion Jo, Les Bateaux, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. J'aime que l'on soit près de la mer, mais qu'on n'y aille pas. C'est étrange. J'aime ça. C'est étrange. Il fait pourtant si chaud. Toi, moi et les bateaux que l'on ne touchera pas. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon?
Oui, vous êtes toujours sur Campus FM 94 MHz à l'écoute de Caramel Mou. Et c'est Joe Kangourou qui est derrière le micro. Et je reçois ce soir Maël Goldwasser. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez pour nous présenter votre premier album, mais pas tout à fait. Vous êtes là pour nous présenter ce premier album qui sort aujourd'hui sur toutes les plateformes de streaming, et puis on peut même l'acheter sur votre site. Il faut quand même rappeler que cet album est sorti en 2020. Vous nous racontez un peu l'histoire chaotique de cet album De Profundis, et après on essaiera d'en faire largement le tour. Oui, non, histoire pas si chaotique que ça, au final, j'ai envie de dire assez classique. Oui, par les temps qui courent, voilà. Oui. Non, c'était réellement, c'était un album que j'avais envie de sortir depuis très longtemps. Il fallait attendre le bon moment. J'avais un prof qui s'appelle Kiko Ruiz, que vous connaissez sûrement. Et qui est un habitué de cette émission, oui. Et qui me disait que un disque, c'est comme un fruit sur un arbre. Il faut pas le cueillir trop tôt, il ne faut pas non plus le cueillir trop tard. Donc ça a mis du temps, et puis il s'est trouvé que l'année de la sortie, c'était l'année du Covid aussi. Donc j'ai attendu, je l'ai sorti entre deux confinements. Et donc j'ai pas pu exactement le présenter comme je le voulais, donc c'est pour ça que j'attendais un peu que la situation soit un peu plus calme pour pouvoir faire cette sortie sur les plateformes et sortir un clip qu'on a tourné aussi sur un des thèmes du disque. Donc voilà l'histoire. Et donc aujourd'hui, on peut le trouver sur toutes les plateformes, je le disais, de téléchargement, où il est en vente également sur votre site. On mettra l'adresse sur la page de l'émission. Superbe photo noir et blanc pour l'illustrer. On va dire que vous êtes sur la scène toulousaine depuis une petite dizaine d'années, plutôt 7-8 ans. Ouais, moins que ça, parce que moi j'ai terminé mes études, ça doit faire 4-5 ans, donc ça m'arrivait de faire des concerts à Toulouse, mais ça doit faire plutôt 3-4 ans que je joue régulièrement. Plus régulièrement. Ouais. On vous a beaucoup connu à la Cave Po, c'est vrai que la Cave Poésie vous soutient depuis que vous êtes arrivé à Toulouse. Faut dire que pour vous, c'était pas gagné d'avance cette carrière de flamenquiste. Vous n'êtes pas espagnol, vous n'êtes pas gitan, vous n'êtes même pas du sud de la France, qui est d'ordinaire pour tout joueur de flamenco une des conditions pour pouvoir être pris au sérieux par les aficionados de cette musique. Vous êtes alsacienne, née à Strasbourg en 1992. Comment vous en êtes arrivé à vous plonger dans cette musique ? Alors moi j'ai pas vraiment de réponse à ça, mais il y a plusieurs histoires, mais je crois que en fait réellement dans mes souvenirs, c'est que j'ai dit à ma mère que je voulais faire du flamenco, mais ce qui est étrange, c'est que je savais pas vraiment ce que c'était. Donc je sais pas si vraiment, je sais pas, c'est peut-être la musicalité ou peut-être la musicalité, je veux dire du mot en lui-même. Peut-être un univers que je rattachais à ça, mais réellement, je sais pas. Et il y avait un prof de flamenco dans un village à côté de chez moi. Donc, qui était le village ? C'était Saint-Hippolyte-du-Fort. D'accord. C'est dans le Gard, à côté de... Ah oui, d'accord. Donc, vous n'êtes pas resté qu'en Alsace. Ouais, voilà, 8-9 ans, je suis parti dans c'est le sud des Cévennes. Et donc ce prof a dit que j'étais trop jeune pour faire du flamenco, que c'était une musique compliquée. Et donc j'avais vraiment envie, parce que du coup j'en ai trouvé un deuxième. Et c'est vrai que dans les villages, il n'y en avait pas non plus tant que ça. Et donc j'ai commencé comme ça. La musique, elle m'a plu, elle m'a happé. Et il y a eu un long moment où j'ai écouté que ça, je faisais un peu que ça. À un moment où d'habitude la musique, c'est aussi une manière de se reconnaître. Et de s'affirmer face aux copains. Oui, voilà, pas forcément face à eux, mais justement de créer des groupes par des affinités. Moi, c'est vrai que c'était la musique que j'écoutais, il y avait rien à faire, il y avait que ça qui m'intéressait. Pendant un moment, j'ai écouté que ça, et après, heureusement, j'ai quand même découvert d'autres choses. Mais donc, le flamenco, il n'y a pas d'explication ni familiale, ni même pas aller voir un concert faire une rencontre. C'est un mot qui m'a parlé, et puis je suis allé, et puis il se trouve que
que ça m'a plu et je suis encore dedans aujourd'hui. Donc vous avez entamé ensuite des études d'espagnol, puis des études musicales qui vous ont amené à aller préparer une thèse à Barcelone dans le cadre du dispositif Erasmus, donc ce qui vous a sans doute permis de vous confronter aussi à plein de musiciens à Barcelone. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir et est-ce que c'est une étape importante dans votre carrière de flamenquiste? Oui, alors c'était pour être plus précis, c'était un mémoire de master, hein, c'est pas une thèse de doctorat, pas encore. Et la période à Barcelone, ça m'a apporté beaucoup de choses. En fait, pas vraiment à Barcelone, mais dans la périphérie, il y a des endroits qu'on appelle des peñas. C'est des lieux de rencontre. Souvent, il y a un bar et à côté, il y a une salle de concert. Et là-bas, je suis allé beaucoup, en particulier à une qui s'appelait La Macarena. Et tous les dimanches matins, il y avait c'est des chanteurs qui se réunissent et ils passent un par un pour chanter 3 morceaux. Et il y a ce qu'ils appellent un guitariste officiel. Mais parfois, quand le chanteur il aime bien le guitariste, il lui dit monte avec moi et il te dit on va faire ce style-là, mais le capodastre à telle place pour la tonalité et puis en avant. Et donc là-bas, j'ai beaucoup appris. J'ai fait de belles rencontres aussi qui durent jusqu'à aujourd'hui avec un chanteur, on en parlera sûrement tout à l'heure, Cristian Saucedo. Et c'est aussi l'année où j'ai décidé vraiment que je voulais jouer ma musique en solo, donc je suis allé faire plusieurs allers-retours en Andalousie à ce moment-là avec un prof qui s'appelle José Antonio Rodríguez, qui a été vraiment le prof c'est le dernier que j'ai eu, donc pour moi très important dans la construction un peu de mon jeu, de ma manière de composer. Et donc cette année, elle a été assez décisive pour moi, parce que c'est vraiment là où je me suis dit... il y a un moment où je me suis dit vraiment... En fait, être musicien ou être guitariste, je vais pas attendre que les gens viennent me chercher. C'est aussi une décision, de décider que j'ai envie de faire de la musique et quoi qu'il arrive, je vais faire ça. Et c'est cette année-là où, en tout cas, je l'ai peut-être plus assumé. Avant de continuer un peu cet entretien, on va en écouter un peu de votre musique tirée de cet album De Profundis de Maël Golfasser, Palancas. Tout de suite dans Caramel Mou, et on se retrouve juste après ces notes-là.
Maël Goldwasser, Palencas, extrait donc de cet album De Profundis qui sort aujourd'hui en version numérique. De Profundis, des profondeurs d'habitude dans la liturgie catholique. On continue cette phrase, des profondeurs, je criais vers toi, Seigneur. Est-ce à dire que le flamenco c'est une prière? Oui, il y a de ça. Enfin, en tout cas, c'est une musique qui est pas anodine. Jouer cette musique-là, c'est pas anodin. Enfin, en tout cas, je fais le maximum pour que ça le soit pas. Moi, je connaissais peut-être un autre vers qui était des profondeurs viendra la lumière. C'est plutôt à ça que je pensais, mais ceci dit, l'un ou l'autre. Ça peut s'appliquer très bien. Quelle vision vous avez du flamenco, vous qui n'êtes pas quelqu'un qui a baigné dedans, et quelle est un peu votre définition de cette musique que vous pratiquez depuis quand même assez longtemps? Bon, c'est dur de définir en un mot parce que c'est vraiment... en même temps, c'est un univers, c'est un monde en soi. C'est toute une culture avec une musique, certes, une manière de danser, mais aussi toute une poésie. Peut-être aussi une manière de voir la vie, de vivre. Et d'un autre côté, c'est aussi une musique avec ses codes, ses règles qu'on explore pour pouvoir jouer. Je sais pas, c'est compliqué de donner une définition. Je pense que c'est... le flamenco, c'est une des... Aujourd'hui, je le vois comme ça, une des nombreuses rencontres entre l'Orient et l'Occident, et c'est une musique qui est souvent inattendue, qui fait des choses difficilement... on ne peut pas anticiper les résultats que ça va donner. Et ça, c'est le flamenco que j'aime, en tout cas. On connaît le flamenco comme une musique, de puriste. Il y a plein de joueurs de flamenco toulousains qui sont venus à ce micro et qui régulièrement ont pu nous raconter que lors de leur début, de leur apprentissage, que ce soit les Serge Lopez, les Kiko Ruiz ou les Bernardo Sandoval, ont été confrontés à ce regard des puristes qui les voyaient un peu arriver de loin, et à partir du moment où ils essayaient un peu de mélanger cette musique à d'autres musiques qu'ils aimaient, là commençaient à tomber les critiques et les dénigrements. C'est quelque chose que vous avez vécu, cette espèce de méfiance entre les gens qui sont vraiment aficionados de cette musique et la musique de quelqu'un qui n'est pas du sérail? En fait, non, pas particulièrement. Mais il faut dire que là, réellement, le disque que j'ai fait, ou qui est grosso modo la musique que je présente en concert, moi, c'est pas du tout une tentative de fusion vers d'autres musiques. Je pense que dans le flamenco, il y a les espaces pour accueillir peut-être des gammes ou des éléments musicaux qui sont inattendus, mais qui ont leur place. Donc, je veux dire qu'ils n'ont pas encore eu l'opportunité de le faire, mais ils manqueront pas de le faire, et c'est bien comme ça, parce que c'est bien qu'il y ait des gens c'est bien qu'il y ait des gardiens du temple qui défendent cette tradition, et même si ça peut être un peu énervant parfois, moi, j'ai pas vraiment de souvenir de... Non. Avec ce disque, vous avez voulu justement essayer de balayer les différents styles de cette musique. Oui, tout à fait. En fait, le flamenco s'est divisé en différents styles qu'on appelle palos. Palos, c'est un bout de bois. En fait, c'est comme, il faut imaginer un arbre, le tronc, ce serait le flamenco, et puis de là, il y a plein de styles. Et donc là, c'était une exploration de différents styles qui ont chacun non seulement des caractéristiques vraiment musicales formelles, une métrique, une harmonie, un certain vocabulaire qui est commun à beaucoup de guitaristes, mais qui ont aussi des caractéristiques plus émotionnelles. Donc essayer aussi de respecter tout ça. Et à l'intérieur de ça, d'un autre côté, chaque composition a sa logique propre, et souvent il y a un peu une sorte de conflit entre ce que, on va dire, moi je le vois comme ça, ce que ma personnalité à travers la composition essaye de raconter, d'un autre côté des formes assez rigides,
Et je pense que la dynamique de la musique de ce disque, elle vient de ce conflit-là. Conflit que vous essayez aussi de résoudre d'une autre façon sur scène avec votre confrontation à d'autres musiques et à d'autres musiciens. On se souvient du duo que vous avez pu faire avec un accordéoniste, Arthur Bacon. Il y a aussi un spectacle avec une chanteuse. C'est aussi une autre façon de projeter cette musique-là dans un autre spectre. Oui, mais là, on va dire que là, c'est différent. Enfin, le projet, par exemple, avec Arthur Bacon, bon, déjà, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, c'est-à-dire que le rapport avec le flamenco, il va être vraiment évident sur certains morceaux. Et là, c'est au contraire, c'est essayer d'élargir les formes au maximum, de prendre le plus de liberté possible, en essayant quand même qu'il y a encore cette petite tension-là, mais je vais beaucoup plus loin. Et là, en particulier avec Arthur, c'est un musicien où facilement on va vers ça, parce que lui, il a déjà fait ce travail-là avec d'autres musiques, et comme il n'est pas spécialement formé au flamenco, il a un peu cette fraîcheur ou cette naïveté de quelqu'un qui ne connaît pas les règles et qui du coup les transgresse sans se poser de questions. Dans les autres projets, le projet avec la chanteuse, peut-être vous parlez de Myriam Koufi, où là c'est différent, c'est vraiment son projet à elle dans lequel moi je l'accompagne, et où là c'est se servir de ce qu'on connaît du flamenco pour mettre en musique des poèmes. Donc c'est des projets qui sont tous assez différents. Vraiment, je crois qu'il n'y a que dans ce solo de guitare-là où j'ai le souci de respecter au maximum les caractéristiques stylistiques. Et les règles de cette musique. Jean-Pierre, vous vouliez parler un peu de ce dernier projet ? Ouais, moi je voulais juste dire, déjà je suis le travail de Maël depuis un petit moment, j'aime beaucoup son disque d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de le voir avec Arthur Bacon cet été, c'est vraiment un très beau travail également. Et en fait, moi, je voulais y parler de notre spectacle, il l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, que j'aime beaucoup, que j'avais vu à la Carpo, et ça en revient en plus, la carte blanche qu'avait laissée Yann à Maël, et on va encore remercier encore une fois Yann. Oui, et la Carpo aussi. Et donc, ce projet qui s'appelle Ay Chavela, avec Blanca Haddad, qui est une poétesse vénézuélienne, et Christian Saucedo, qui est donc le chanteur de Barcelone. Et moi, je voulais juste dire un mot sur ce spectacle, parce que là, j'ai été vraiment très touché par ce spectacle. Parce que d'une part, les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup Chavela Vargas. Et là, j'ai retrouvé vraiment toute la force, la passion qu'il y a derrière. C'est vrai que Chavela, quand elle chante, elle envoie ça quand même, une espèce de passion, de force qui est assez incroyable. Et là, je dois dire, j'étais assez étonné parce qu'il y avait ça, ils ont compris cette histoire, et moi j'ai adoré ce spectacle. Blanca sur des poèmes où on retrouve vraiment tout l'univers de Chavela. Et puis alors Christian Saucedo, qui est vraiment incroyable, parce que lui il arrive à chanter comme Chavela, et là il y a des moments c'est presque troublant, parce qu'il arrive à mettre les intonations de Chavela. Et moi je dois dire que là j'avais envie de parler de ce spectacle, parce que ça m'avait je sais pas si Maël, bon, je sais qu'il m'a dit que c'est quelque chose qu'ils avaient envie de reprendre, et c'est tant mieux. Je sais pas si tu veux dire quelque chose de mots sur ce projet. Oui, en fait là j'étais à Barcelone la semaine dernière pour la reprise un peu de ce spectacle-là qu'on n'avait pas refait depuis 2 ans, parce que c'est un projet avec des artistes qui sont éloignés géographiquement. Et non, moi c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur aussi. Moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Pierre. C'est vrai que Christian, il a une capacité mimétique qui parfois est assez surprenante. C'est troublante presque des fois. Et surtout parce qu'en plus, Chavela, il y a quand même des périodes très différentes. Quand elle est jeune et quand elle est plus âgée, c'est plus du tout la même voix. Et lui, c'est vraiment Chavela à partir d'un certain âge, ce qui l'intéresse. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est curieux qu'il y a un chanteur jeune qui va chercher ses inflexions de voix cassées. Toute cette expressivité, mais en même temps c'est très contenu, enfin c'est très surprenant. Moi faut dire que c'est naturellement, je ne serais pas allé vers ça. C'est une émotion qui est condensée. Il n'y a aucune, de la part du chanteur, en tout cas de Christian, il n'y a aucune
comment dire, aucune retenue, c'est très extraverti. Que moi, c'est pas mon énergie, mais du coup, ça se complète très bien. Et la poète Blanca Haddad, qui pour moi, vraiment, quand j'ai découvert sa poésie, ça a été un choc. Et donc, c'est quelqu'un qui a un parcours un peu plus long que Christian et moi, et donc moi, je prends vraiment ça comme un honneur de pouvoir accompagner ces poèmes qui sont magnifiques et ces lectures qui sont très puissantes aussi. Et ça, c'est un spectacle qu'on pourrait revoir à Toulouse ? Dans l'idée, oui. Ouais. Enfin, nous, on est... Là, réellement, on pensait que le projet était... après 2 ans, on ne savait pas trop où ça allait... Où le projet allait. Mais là, la reprise, ça nous a donné des Peut-être cet été, on ne sait jamais. Avec grand plaisir. Non, nous, on a vraiment très envie de le jouer. Et surtout là, les retrouvailles, elles ont été assez émouvantes aussi, parce que chacun... c'est 2 années où il s'est passé quand même beaucoup de choses, et on s'est rendu compte qu'il y a assez peu d'artistes avec qui j'ai, en tout cas, dans lequel déjà le projet est aussi bien défini, dans le terme de qu'est-ce qu'on recherche. Et ça, je le dis surtout pour Blanca qui nous aide là-dessus, aussi assumer. Je veux dire, nous, on cherche cette chose-là, la réaction du public, c'est quelque chose qu'on va laisser de côté parce qu'on a quelque chose de plus important à raconter. Et donc moi, je sens que c'est un projet qui me fait grandir, pas d'un point de vue technique ou des connaissances strictement musicales, parce que c'est un matériel assez simple, c'est des chansons, mais au niveau de comment gérer une charge émotionnelle forte et comment la contenir pour réussir à la guider, c'est un projet qui me plaît beaucoup. Donc à Toulouse, bientôt j'espère. Des contraintes là, quand vous dites il faut gérer un certain nombre de contraintes liées à l'émotion, liées à la charge poétique du matériel qui est amené, que vous êtes quand même amené à gérer avec le flamenco. Oui, mais c'est-à-dire que dans le flamenco, il y a des manières, selon moi, il y a la place pour beaucoup de types d'expressivité. Même si on associe ça à quelque chose de forcément très extraverti, moi je pense que dans la musique que je fais, on sent qu'il y a une énergie plutôt tournée vers l'intérieur. Ça se voit sur la pochette, ça se voit dans le titre. Et c'est ma manière d'être, je vais pas forcer pour ça. Mais du coup, il y a des artistes, bien sûr, qui ont une énergie beaucoup plus extravertie et aussi qui vont chercher des émotions peut-être plus... peut-être moins complexes, en tout cas plus définies, qu'on connaît mieux, mais qui du coup, ça permet d'aller plus loin. Et il faut le gérer parce que le guitariste, du point de vue de la musique, il tient le spectacle, donc on peut pas se mettre à tout d'un coup... c'est vrai qu'il y a des moments où quand c'est important, si on se laisse embarquer, on oublie la scène et puis on arrête de jouer en fait. Donc il faut un peu le gérer quand même. Et c'est vrai que le flamenco que vous nous proposez avec De Profundis, c'est un flamenco très mélancolique, très triste, très sombre. C'est vrai que moi c'est des adjectifs que j'associe immédiatement à votre musique. Vous parliez de la pochette, qui est une superbe pochette noir et blanc. On vous voit derrière le mur de ce qui pourrait être une gariote dans le sud du Lot. Ces espèces de cabanes à berger en pierre, mais c'est vrai que superbe photo noir et blanc, mais qui renvoie tout de suite à la tristesse et au côté sombre et mélancolique de votre flamenco. Oui. Juste un mot pour dire que c'est Adrien Tache qui a fait la photo, et toutes les photos, et donc qui a fait un très beau travail. Donc moi je le félicite et je suis content de voir qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient cette pochette. Oui, en fait, moi, vraiment, la partie qui m'intéresse dans le flamenco, c'est cette partie-là. En réalité, je pense plus ou moins tout le monde, parce que le flamenco, c'est quand même... généralement, on associe plutôt ça à une douleur, à une expressivité forte, à une certaine... Peut-être moins à une mélancolie. En fait, je dirais que peut-être, en effet, il y a peut-être plus cette histoire nostalgique. Ça, c'est ça. Moi, la musique, souvent, j'ai envie c'est ce que j'ai envie d'apporter. Réellement... il faut que je fasse un effort quand il faut que le tempo il aille plus vite ou quand il faut que ce soit quelque chose de majeur. Naturellement, je vais pas vers ça. Et la partie dans le flamenco qui m'intéresse, c'est cette partie-là, cette partie sombre, cette partie dure et parfois où il faut aller un peu au fond de soi pour réussir à trouver ce qu'on a à raconter avec cette musique-là. Donc moi, les adjectifs là que vous venez de dire, ils me conviennent parfaitement.
Bon, mais de tout ça, on pourra se rendre compte assez rapidement. Demain, il y a un clip qui sort. Deux mots sur ce clip. Bah alors, le clip, l'idée c'est de reprendre un peu l'atmosphère visuelle qu'on avait créée là, avec la pochette. Je l'ai fait avec une amie qui s'appelle Michelle Tamaris, qui fait plutôt de l'animation, qui a un très très beau parcours en film d'animation, mais c'est une amie de longue date. On avait déjà fait une vidéo dans une église en plan séquence ensemble. Et donc, on s'est dit qu'on avait envie de faire aussi ce clip avec quand même un cahier des charges assez précis. D'habitude, je vois des clips ou je vois des vidéos sur de la musique et ça me plaît rarement ce qui se fait. Je trouve que c'est souvent attendu. Et donc j'ai essayé de réfléchir pour créer des images qui correspondent aussi à cette atmosphère-là, qui racontent quelque chose. Et c'est délicat parce que d'un autre côté, il ne faut pas non plus que ça vienne prendre le pas sur la musique. Donc moi je l'ai revu déjà pas mal de fois et je suis satisfait, donc c'est ce qui est important. Et donc ça on le verra à partir de demain, et puis on aura une occasion de vous voir assez rapidement sur scène à Toulouse. Ça se passera le 10 novembre prochain à l'espace flamenco 19 rue des Blanchets, et là on vous y retrouvera en solo. En solo, en acoustique, dans une cave toulousaine, voilà. Voûtée, c'est des conditions idéales. Voilà, Bob, écoutez, Maël Goldwasser, merci d'être venu nous parler de votre actualité, de cet album, mais aussi de votre vision du flamenco ce soir dans Caramel Mou. On va se quitter avec un deuxième morceau, Seguerilla, qui est une sorte de flamenco. Enfin, c'est un des styles, des styles de flamenco. C'est vrai que quand vous dites que la musique est traditionnellement sombre, un cri de révolte et des choses comme ça, c'est vrai qu'en France, on a été plutôt élevé à la rumba catalane et à Manitas de Plata. Ouais, une autre ambiance. Voilà, et c'est vrai qu'on a, au moins nous, les soixantenaires, on a plutôt cette image-là du flamenco, cette fête permanente. Oui, non, mais c'est vrai. Mais même dans la rumba, au final, si on creuse, on peut quand même se rendre compte que cette manière de chanter, elle est quand même... Au final, c'est quand même on sent qu'il y a une douleur qui est une présente plainte derrière. Ouais. Donc voilà, Maël Goldwasser était notre invité ce soir. Aujourd'hui sort la version numérique de son album De Profundis. Demain, vous pouvez aller chercher sur votre petit ordinateur le clip qu'il va sortir. Et puis, si vous voulez l'écouter, ça se passera à l'espace Flamenco 19 rue des Blanchets le 10 novembre prochain. Et on écoute tout de suite Seguerilla. Merci Maël d'être venu. Merci beaucoup.
Allez, on va continuer avec de la musique, mais alors là, on va changer complètement d'univers avec Jean-Pierre Lérac, ici présent, qui déjà s'empourlèche les babines et se frise les moustaches. Notre rubrique Jazz Bizarre. Et là, je crois qu'en 15 ans de chronique dans Caramel Mou, Jean-Pierre Lérac, c'est sans doute le plus bizarre que j'ai jamais entendu, ce que vous allez nous proposer. D'ailleurs, je me suis même posé la question ce matin si c'était radiophonique. Bon, on va le voir dans 2 minutes. N'ajoutez pas trop, sinon nous allons perdre quelques auditeurs. Si je peux me permettre, je voudrais juste faire une petite parenthèse avant d'attaquer ce sujet qui est le mien. Donc, je voulais juste faire une parenthèse par rapport à votre édito, qui est remarquable comme d'habitude. Et vous avez parlé des hôpitaux et des difficultés qu'ils rencontrent. Et ça me fait penser à un film que j'ai vu cette semaine, qui est sorti cette semaine, de Catherine Corsini, qui s'appelle La Fracture, et qui parle très bien de ça. On montre vraiment très bien, on peut vivre vraiment ce que vivent les gens dans l'hôpital. Et en plus, c'est une comédie hilarante. Donc, vraiment, bravo Catherine, je voulais faire cette parenthèse. Je me permets ça alors que j'ai le spécialiste du cinéma derrière moi, donc j'ai un petit peu peur. Mais moi, j'aime pas Catherine Corsini. Voilà, non, je savais que j'allais le froisser, mais écoutez, tant pis. Non, il n'a pas l'air froissé, mais il ira pas voir La Fracture. Par contre, oui, on peut engager les auditeurs à aller le voir. Voilà, nous allons revenir sur le domaine qui est le mien, plutôt. Donc, on va parler d'un concert qui est demain soir, donc au Pavé, le 2e concert de la saison de Pavé à le Jazz. Voilà, alors comme vous avez prévenu les gens, bon, je vais quand même expliquer le contexte de ce concert, parce que bon, c'est vrai qu'au départ, nous avions prévu de programmer le groupe Kazé, le quartet Kazé, avec Ikuemori. Et Ikuemori, bon, c'est quand même une star internationale. Bon, japonaise. C'est une japonaise. Et donc, qui fait de l'électroacoustique. Bon, vraiment, on se fait une joie de recevoir, d'autant plus que ce groupe Kazé, c'est un groupe qu'on voulait programmer depuis longtemps, qui avait enchanté le public de Luce il y a 4-5 ans. Donc voilà, pour nous dire qu'il il y a un mois, il nous a annoncé que le gouvernement japonais ne refusait de payer les transports vers des pays qui sont contaminés. Et donc c'est un peu dur pour nous. Ça a été quand même une grosse déception. Et je crois que beaucoup de gens attendaient la venue d'Ikuemori. On n'a pas l'habitude de faire des stars, mais là, pour le coup, on était hyper contents. Voilà, donc la déception a été grande. Et donc, on a dû rebondir de suite parce qu'on ne pouvait pas se laisser aller. Et donc, comme d'habitude, on a l'habitude de vendre un truc, on a de suite inventé autre chose. Donc, on est resté avec le collectif Musix, parce que le groupe Kazé, c'est un groupe du collectif Musix, qui est un collectif lillois. Et donc, et Peter Orange, qui est le batteur, qui est un petit peu le centre un petit peu de ce collectif, un peu le chef un petit peu. Et donc, on est resté sur un autre projet de Peter Orange, c'est un trio donc avec Sakina Abdou et Barbara Dang. Barbara, elle joue du piano, elle s'appelle Barbara, et elle s'appelle Barbara Dang. Voilà. Et donc, c'est vraiment un trio qui est là pour le coup. Je suis hyper content parce que on est vraiment sur l'engagement du Pavé le Jazz. Là, on est vraiment sur la découverte. Et pour moi, c'est un plaisir de pouvoir faire découvrir. C'est des musiciens qu'on a très peu l'occasion de voir, évidemment, encore plus à Toulouse. Donc, pour nous, on est vraiment dans ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire vraiment faire découvrir des musiciens. Et c'est une musique aventureuse aussi, ce qu'on défend aussi. Là, on va en parler. C'est une musique, évidemment, qui sort des sentiers battus. Et donc, ce trio, bon, pour comment décrire la musique, bon, déjà, c'est la musique improvisée complètement. Et c'est une musique, on va le dire, un petit peu minimaliste et brutiste. Hein, et qui travaille beaucoup sur la retenue. Qui travaille sur la retenue. Alors, c'est un travail sur les textures, c'est un travail, les frottements, des silences, des crissements. Et c'est tout un travail comme ça. C'est une musique très organique, en fait. Et c'est vrai qu'alors, je dois l'avouer, c'est peut-être pas une musique, lorsqu'on écoute comme ça, c'est très radiophonique, on va l'avouer. On va écouter un morceau quand même tout à l'heure, et je crois que c'est parce il faut quand même qu'on se donne une idée de ça. Et c'est vrai que ça passe peut-être pas très bien en radio, et c'est vraiment le type même de projet qu'il faut vivre en direct et en concert. Et voir les musiciens jouer tout cette musique. Tout ça parce que c'est vraiment une musique organique. Alors là, je recommande justement faut pas avoir peur. C'est vraiment une aventure. Là, évidemment, il faut se laisser aller.
Puis après, oublier les standards jazz, ça, évidemment. Mais avec vous, on a bien compris qu'il fallait les oublier et on les a oubliés depuis bien longtemps, Jean-Pierre Lérac. Et puis ça marche, on part dans une espèce d'aventure. Moi, je recommande. Voilà, on va pas se cacher, c'est vraiment une musique très particulière, mais avec un univers. C'est vraiment assez fascinant. Et moi, je suis hyper ravi qu'on puisse faire ce trio. C'est un gros risque qu'on prend. On a vraiment envie de présenter ce genre de musique. Donc on va l'écouter dans 2 minutes, mais juste le temps de parler d'un autre événement. Oui, on va quand même dire qu'il y a 2 parties, parce que souvent on fait un groupe de la région qui joue en première partie, sauf que là, pour le coup, ils joueront en deuxième partie. Et là, c'est un duo qui est aussi un duo piano-guitare, et toujours de musique improvisée. Là, ça risque d'être un peu plus énergique. C'est peut-être pour ça qu'on a inversé les trucs, parce que ce sont des musiciens qui sont quand même plus dans l'énergie, de musiciens qu'on connaît bien. Betty Ovette, qui est une musicienne qui est toulousaine depuis une dizaine d'années, et qui vient de la musique contemporaine. Là, on l'a notamment vu avec Yana, avec Christine Wodrowska dans le groupe Yana. Et puis Nicolas Laforêt, combien de fois on a parlé de lui ici, Nicolas Laforêt, guitariste Cannibal Evainé notamment, et puis on pense sur son dernier album, un solo qui est absolument fantastique. Donc voilà, et ça c'est une rencontre. Travail avec Cocagna, non, avec Choc Gazelle. Avec Choc Gazelle, voilà, qu'on peut citer également. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une rencontre, c'est tout nouveau. Donc là pour nous aussi c'est très intéressant d'avoir des nouveaux projets, des rencontres comme ça. Donc voilà, une belle soirée en perspective. Je voudrais ajouter également que Marie Rameau fait la cuisine, c'est la 2e fois. C'est notre nouvelle cuisinière. Ça a été magnifique la première fois, il n'y a pas de raison. Cette fois-ci, ça va être magnifique aussi. Donc c'est important de le savoir aussi. Donc je voudrais, avant de peut-être... Marie Rameau, qui il y a une vingtaine d'années faisait des chroniques L'air du temps dans Caramel Mou. Et voilà. C'est beau personnage. Comme quoi tout mène à tout. Et qui a quand même, pendant très longtemps, tenu un lieu, le Salon Bocal, qui était le lieu de l'expérimentation de la musique à Toulouse. Tout à fait. Je n'osais pas en parler, mais puisque vous en parlez, c'est vrai. Voilà, c'est un personnage que beaucoup de gens connaissent. Donc, une cuisine magnifiquement bien. C'est ce qui est important aujourd'hui. Et puis, je voudrais juste faire, avant d'écouter un petit peu le trio, parler un petit peu du deuxième Freddy Taquine, qui sera le 7 novembre. Donc, dimanche prochain, très belle affiche. Souvent, les Freddy Taquine nous proposent des belles affiches. Là, on va retrouver Tarzan et Tarzan. Bon, alors Tarzan et Tarzan, on va plus les présenter. On en a souvent parlé ici. On est très fiers parce que c'est un groupe qu'on a plus ou moins lancé ici au Pavé, également Jazzalus. Et depuis, elles font un magnifique parcours parce qu'elles jouent dans plusieurs endroits en France. Elles ont même joué au Festival Météo à Mulhouse. Ça marche très bien pour elles. Et on est très fiers. Et ça, c'est un petit peu le retour à Toulouse. Donc, on va voir un petit peu le chemin qu'elles ont fait. Donc, ça va être très intéressant. Et puis, il y a un autre groupe à côté, alors qui est assez improbable. Ça s'appelle Esch. Et ça, c'est un groupe. On parlait d'énergie tout à l'heure. Là, il y a vraiment, ça va cogner, comme on dit. Et là, c'est un groupe avec Eddie Boubacar, qu'on ne présente plus, avec Andy Lévesque, qu'on ne présente pas non plus. Voilà, deux piliers de la scène jazz toulousaine. Il y a également Julien Gineste, un des saxophonistes de Piac. Il y a Erwan Lamer, le batteur philosophe, et Walkin Rodriguez, le trompettiste, lui, l'autodidacte surdoué, que je l'appelle. C'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui, vous lui donnez une trompette, il sait jouer la trompette, vous lui donnez un pinceau, il sait faire de la peinture. Enfin, c'est un personnage un peu comme ça. Il y a des gens qui sont énervants, oui. Ils sont énervants. Il est énervant. Lui, il est un petit peu énervant. Donc voilà, je pense que ça va être une belle après-midi. Donc ça, c'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain. Donc on va d'abord écouter un petit peu, parce que je suis venu quand même essentiellement parler de la soirée de demain, qui est importante. Voilà, si vous partez pas en week-end. Voilà, avec ce trio, Peter Orins, Barbara Dang et Sakina Abdou. Tout de suite, dans Caramel Mou, c'était la chronique Jazz Bizarre de Jean-Pierre Lérac.
Voilà, donc c'était le trio Peter Orins, Barbara Dang et Sakina Abdou que l'on pourra écouter et voir demain soir au Théâtre du Pavé dans le cadre d'un pavé dans le jazz. C'était la proposition de Jean-Pierre Lérac de ce soir. Et c'est une musique qui a besoin d'être vue pour être apprécié dans toute sa complexité demain soir au Pavé à partir de 20h30 comme d'habitude. Et donc Jean-Pierre Lérac le disait, on peut même manger avant le concert. Fred Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite vendeuse de soleil. Ah, punaise, celle-là. De la FM, ça ne fait pas trop. Je préfère. Ah là, décidément, non, je préfère. Bonsoir, petite fée de la FM. Allez, on reste là, ça sur claque, celle-là. ça claque mieux, en fait. Ça claque mieux. On aura essayé, en tout cas. Ouais. On aura essayé. Ouais. Et la radio, c'est que ça. C'est ça. C'est que de l'expérimentation. C'est ça. Superbe reprise des Beatles qu'on vient d'écouter. Superbe. Vous avez trouvé. Magnifique. Vous avez trouvé, vous aussi. Ah, magnifique. Je me demande si bientôt, je ne vais pas vous proposer de faire aussi une chronique musicale. Magnifique. Cette reprise de Michel Mabel, avec ce violoncelle comme ça et tout, un petit peu retravaillé. Oui. Très, très légèrement. Dans ces cas-là, on dit un violoncelle préparé. C'est ça. C'est ça. De ceci dit, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien. J'écoute des trucs comme ça. Ah, mais ouais. Mais ça, j'ai pas l'air. Mais oui. Mais vous en avez la chanson, comme ils disent dans les films. Tout à fait. Allez, on va quand même parler de films ce soir ou... Oui. Alors, on va parler d'un truc. Je suis un peu embêté parce que je sais pas quoi penser du film dont je vais vous parler. Je sais pas. Je suis un peu. J'ai vu ça hier soir. En fait. Parlez-nous-en, on vous dira après. Voilà. Et je le fais un peu. Un peu à chaud. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cinéma anglais. Bon, je dis ça, mais à la fois j'ai parlé de la Hammer il y a pas très longtemps. Voilà. Mais bon, on va dire que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cinéma anglais. Enfin, en tout cas, de polar anglais ou de thriller au choix, comme vous voulez. Et là, on va parler d'un film qui date de 1971. Ça nous rajeunit pas. J'avais 3 ans. Je l'ai pas vu en salle, celui-là. Moi, j'en avais 11 et je l'ai pas vu non plus. Non, je sais, j'ai même pas trouvé. Je crois que c'est pas sorti en salle en France. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est un titre français. Le titre original anglais, c'est Revenge, qui est plus qui est plus costaud et plus juste. Donc film de 1971 d'un cinéaste moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sidney Ayers, qui a une grosse carrière. On n'a jamais porté beaucoup d'intérêt à ce cinéaste parce qu'il a fait beaucoup de choses différentes. Il a notamment fait un film de sorcière en début 60 qui s'appelle The Night of the Eagle, Burn Witch Burn, c'était le titre américain. C'était un film de sorcière féministe. Oui, mais qui était ancré dans le contemporain. Voilà. Bon bref, on pourra en reparler plus tard. Là, on est en 71. Alors, ce début des années 70 en Angleterre, c'est un peu spécial, puisqu'il va y avoir quand même toute une vague comme ça de polars somme toute très très réalistes, ancrés dans le contemporain et pas nécessairement dans la grande société, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des films qui vont se passer dans le port de Newcastle, dans les bas-fonds de Londres. Bon bref, on veut du décor un petit peu comme ça réel. On veut des histoires un petit peu sordides. Donc je sais pas ce que je pourrais vous citer. Il va y avoir La cible hurlante de Douglas Cox avec Oliver Reed, Get Carter avec Michael Caine. Et le fameux The Offense de Sidney Lumet avec Sean Connery. Enfin voilà, on est dans cette période-là un petit peu très très thriller et encore une fois ancré dans la réalité, et arrive ce Violence en sous-sol. Alors Violence en sous-sol, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, allez, on va aller très vite, on va se débarrasser de ce qui est encombrant. C'est une famille, c'est une bonne famille, on va dire que c'est la middle class anglaise version peut-être plus. C'est une famille qui tient un pub, et cette famille, tout simplement, va séquestrer dans leur cave le supposé meurtrier et violeur de leur fille, pour le faire avouer. Alors là, vous me dites, mon Dieu, mais quel sujet un petit peu sordide. Et je vous réponds,
Oui, c'est sordide. Avec un mot important, supposé. Voilà, supposé. C'est-à-dire qu'en fait, le gars qui se fait kidnapper a un peu, on va dire, la tête de l'emploi. Alors c'est parce que on croit qu'on est dans quelque chose de manichéen, on va sortir de quelque chose qui est manichéen, on va rentrer dans quelque chose qui est manichéen et on va sortir de quelque chose qui est manichéen. C'est pour ça que le film est très bizarre. Donc en fait, ces gens qui n'ont pas du tout l'expérience de la violence, en fait, vont expérimenter la violence. Et ça commence avec le kidnapping. Et c'est là où le film dérape un peu. Et il va déraper. Et alors, c'est ça qui est excessivement bizarre. Il va, à mon avis, à mon goût, il dérape dans la comédie très noire. C'est-à-dire que le kidnapping est laborieux. Parce que kidnapper quelqu'un, c'est très compliqué. Vous avez déjà essayé de kidnapper quelqu'un ? Moi, ça me viendrait pas à l'idée. Donc, en fait, on se retrouve en fait avec un peu le fils à mobilette, voilà, qui a 18 balais, et puis il y a le voisin qui vient un peu aider parce que, pourquoi pas kidnapper quelqu'un après tout, bon, on va le faire avouer. Voilà, mais c'est exactement ça. Et donc, ce pauvre gars court dans des ruelles, etc. Et puis on le rate plusieurs fois. Et puis on va essayer d'y mettre une couverture sur la tête. Il va se débattre, on n'ose pas l'assommer. Enfin bon, bref, tout ça est très compliqué et quelque part, c'est un côté un petit peu burlesque et un petit peu drôle. Alors, on a un petit peu honte de rire en tant que spectateur, mais je vous rassure, c'est pas fini parce que une fois dans la cave, ce pauvre garçon, donc au départ, on dit bon, on va lui donner des claques, il va avouer. Évidemment, il avoue pas. Voilà. Donc alors, au bout d'un moment, ça devient un peu un paquet encombrant. Donc va venir ensuite l'idée, il faut s'en débarrasser, en fait. Et vous connaissez la célèbre phrase d'Hitchcock, en fait, il est très, très, très difficile de tuer quelqu'un. Alors, on va essayer de le tuer, on va y jeter des bouteilles de bière dessus. Mais forcément, ça marche pas. Parce qu'en plus, on veut pas réellement le tuer. Enfin, bon, bref. Vous voyez un petit peu et il y a un artifice, il y a un effet de mise en scène qui n'est pas un artifice d'ailleurs, qui est très très bizarre, c'est-à-dire qu'il y a une caméra subjective et on va vous placer dans la peau du suspect. En fait, ce qui est quand même très très étrange. Et donc, d'ailleurs, ce garçon a des lunettes qui, à un moment donné, vont se briser. Et on va voir une espèce de vision du monde complètement fracturée, fragmentée par rapport à ces lunettes et ces interventions, encore une fois, de ces gens qui n'ont absolument pas du tout l'expérience de la violence. Mais reste que une fois cet élément étranger dans cette cave, en fait, ça va révéler toutes les tares de cette bonne société anglaise quelque part, cette middle class qui a beaucoup de choses à se reprocher, et le film à un moment donné va passer la 5e dans un twist final, moi que je vais pas révéler, mais on a comme ça une espèce de vision sordide, complètement nihiliste. Pour moi ça fait partie, j'ai cité Get Carter, j'ai cité La cible hurlante, etc. On est au tout début des années 70, on voit très bien ce que ça va donner en 77 avec l'arrivée du punk, alors que vous allez me dire c'est un mouvement musical, mais ça a quand même été un mouvement qui a touché un petit peu tous les arts et tout, etc. Et c'est cette vision du monde qui est un petit peu nos futurs, etc. De toute façon, tout est foutu, tout est pourri, et les gens sont pourris, et c'est absolument pas du tout formidable. Donc voilà. Ceci dit, je conseille le film. Moi, je conseille le film. Ouais. Mais forcément. Mais ça fait partie de l'histoire du cinéma. Mais oui, parce que regardez, Catherine Corsini, ça se finit, c'est optimiste. Alors on sait que l'hôpital ça va mal, que il y a plus de lits et tout, alors on va tous mourir. On le sait qu'on va tous mourir, on sait qu'il y a plus de lits et tout, etc. Et mais il reste que là, en fait, juste là, ça passe la 5e et on dit non, en fait, c'est même pas un problème d'hôpital ou de mort, etc. C'est de toute façon qu'à la racine, il y a quelque chose qui va pas et que de toute façon, on devrait tous disparaître. Voilà, moi je trouve ça absolument formidable. Donc, mais finalement, j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film. Je vais le revoir ce soir et je vais refaire une chronique la semaine prochaine sur ce film-là. Violence en sous-sol. Et une fois de plus, Caramel Moore a servi de psychanalyse. Voilà, tout à fait. Formidable. Alors, je vais terminer par une petite bêtise. Mais ça, c'est nos amis américains, entre guillemets. Ils avaient exploité le film. Ils en avaient fait un film d'horreur, en fait. Alors, c'est pas du tout un film d'horreur. Alors, moi, j'adore le titre. C'est
Terror from Under the House. Ah, ouais. Voilà, alors qu'il n'y a rien qui vient véritablement de la maison, enfin de sous la maison, parce que ce pauvre gars en fait en prend un petit peu plein la tronche. Et les Américains avaient mis une tronçonneuse dans l'équipe. Allez, on va se quitter là-dessus. Comment après ça voulez-vous qu'on souhaite un bon week-end aux auditeurs? Allez, un peu de musique et on verra après.
Voilà, on vient d'écouter Slift avec un môme. Slift, groupe toulousain plutôt électrique qui a sorti qui ont sorti en plein premier confinement un môme, un album plein de bruit et de fureur qui sera sans doute au centre du concert qu'ils vont donner ce soir au Rex à partir de 19h. À noter qu'il y aura également ce soir au Rex pour un coplateau Novo Skelter, un groupe plutôt de noise punk, donc ça va faire beaucoup de bruit ce soir au Rex avec Slift. Ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on ne les avait pas entendus à Toulouse et c'est une bonne occasion de les retrouver, surtout que tous les bénéfices de ce concert seront reversés à Mixar Myris. Allez, dans l'exploration des concerts du soir, on va continuer avec un concert qui aura lieu ce soir à la Cave à Rock à l'initiative de l'association Un Archer dans le Yucca. Musique étrange, là aussi, étrange et bizarre, avec Pâté pour chien, le duo Émeric Avis, Fabien Rimbaud, guitare, trompette électronique plus batterie. Le duo Brecht, que l'on avait pu écouter et découvrir dans cette émission il y a déjà 3-4 mois dans un concert à la radio. Brecht, c'est de voix trompette. Et puis un troisième groupe, Bento Fracas, donc ça à la Cave à Rock du côté du boulevard des Minimes, pas très loin de la gare, à partir de 20h. Au Bijou, dernier des 3 concerts que le Quartetto Taffy y aura donné cette semaine, concert à partir de 21h30. Au Taquin, jazz avec un double plateau confrontant 2 jeunes formations toulousaines, d'un côté Brug et de l'autre Greta Otto, concert à partir de 21h. La Cave Poésie programme de son côté l'équipe de Grums, le duo gestuellement burlesque qui présente à cette occasion sa nouvelle création qui s'appelle Clac à partir de 21h. À la Candela à 20h, l'Alma Trio avec la chanteuse Agatha Darama. Demain soir à l'Astronef, 3 places des avions, on pourra écouter de la soul avec Tangled Tape à partir de 21h. Et puis revenons un peu au concert de ce soir. Ce soir au Bikini, vous pouvez retrouver le rock de Mademoiselle K à 20h. Aux Connexions, chansons burlesques et humoristiques avec Guillette Drey. Et puis au Marraine d'eau douce à 2 pas du Bikini, retour de ce côté-ci de la Garonne, d'Irénée de Mariette Monk. Mariette Monk qu'on écoute tout de suite avec un morceau Blonde on Blonde. Mariette Monk ce soir au Marraine d'eau douce. Si ça veut. That we know you learned on your daddy's lap.
Et voilà, c'est là-dessus que va se terminer Caramel Mousse. Marianne Monk, ce soir au Marraine d'eau douce. Nous, on va aller voir de la musique en ville. Il y en a plein. On risque peut-être de s'y retrouver. Vous pouvez réécouter cette émission sur Facebook et sur YouTube à l'adresse Caramel Mou Campus FM. La nouvelle sera postée à peu près dans le milieu de la semaine. Merci à Jérôme de s'en occuper. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles. Caramel. Caramel.